Comment un club acheté près de 800 millions d'euros peut-il en valoir presque 2 fois moins aujourd'hui? La valeur de l'Olympique lyonnais s'est complètement effondrée. Et derrière les chiffres, derrière les communiqués officiels et les montages financiers complexes, c'est toute une institution du football français qui vacille. Car si, sur le terrain, l'OL tient encore debout, en coulisses, la situation est autrement plus fragile. Entré dans un processus de mise en vente, le club rhodanien traverse une période charnière de son histoire. Une transition qui pourrait redessiner son avenir pour la prochaine décennie. Et au cœur de cette tempête, une dette colossale, un rachat au prix fort, des engagements non tenus et un actionnariat en pleine recomposition. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut revenir en arrière. En 2022, John Textor rachète l'Olympique lyonnais pour 798 millions d'euros. Une somme énorme, qui place l'OL parmi les clubs les plus chers jamais vendus en France. Jean-Michel Aulas, président emblématique, cède la main. Pathé se retire. Une nouvelle ère commence. Du moins, sur le papier. Car cette acquisition repose en grande partie sur un prêt massif consenti par le fonds américain Art Capital. 425 millions d'euros. Autrement dit, une opération fortement financée par la dette. Un pari sur l'avenir, un pari sur la croissance, un pari sur la capacité du club à générer davantage de revenus, à performer en Ligue des Champions, à valoriser ses actifs. Mais le football moderne ne pardonne pas les approximations financières. Sur le terrain, pourtant, tout n'est pas noir. L'été dernier, l'OL semblait promis à une saison galère. Restrictions budgétaires, mercato limité, incertitudes sportives. Beaucoup prédisaient une année de transition, voire de souffrance. Et pourtant, sous la houlette de Paulo Fonseca, les Gones ont surpris. 13 victoires consécutives durant l'hiver. Une dynamique incroyable. Une remontée spectaculaire au classement. Et malgré une mauvaise série récemment stoppée face à Lorient, l'OL reste en course pour une qualification en Ligue des Champions. Sportivement, le club tient encore. Il se bat, il existe, il espère. Mais pendant que les joueurs donnent tout sur la pelouse, une autre bataille se joue en coulisses. Il y a quelques jours, Eagle Football Group a publié un communiqué lourd de sens. La création d'un comité indépendant chargé de superviser un éventuel processus de vente ou de prise de contrôle. Un comité composé de 3 administrateurs, Gilbert Saada, nommé président, Nathalie Dechy et Victoria Westcott. Pourquoi un comité indépendant? Pour éviter les conflits d'intérêts, pour sécuriser la procédure, pour encadrer une opération qui pourrait profondément transformer la gouvernance du club. Car oui, l'OL est officiellement entré dans une phase où un changement de propriétaire est envisagé. Le communiqué évoque l'intérêt d'un consortium composé du fonds Art Capital et d'un affilié de Michel Kang. Un nom déjà bien connu à Lyon. La femme d'affaires américano-coréenne est aujourd'hui présidente du club. Elle avait pris la suite de John Textor, progressivement écarté du pouvoir après les difficultés financières accumulées. Car John Textor, malgré son ambition et ses promesses, n'a pas tenu ses engagements de remboursement. L'opacité du montage financier initial a fini par fragiliser l'ensemble de la structure. Eagle Football, la holding anglaise qui détient 85% du capital de l'OL, a elle-même été placée sous le contrôle de la société britannique Cork Gully afin d'éviter la faillite. Autrement dit, le sauveur s'est retrouvé sauvé. Et dans cette mécanique complexe, une donnée pèse plus lourd que toutes les autres. La dette. Selon les informations relayées notamment par l'équipe, l'endettement du club avoisine aujourd'hui les 500 millions d'euros. Un chiffre vertigineux. Un chiffre confirmé par le dernier rapport de la DNCG. Un chiffre qui explique à lui seul la chute brutale de la valeur du club. Car en théorie, un club de football se valorise généralement autour de 2 fois son chiffre d'affaires annuel. Celui de l'OL tourne autour de 160 millions d'euros, ce qui donnerait une valorisation normale d'environ 300 millions d'euros. Mais cette estimation ne tient pas compte de la dette. Et quand une dette atteint un tel niveau, elle agit comme un poids mort. Un frein massif à toute transaction. Un risque que tout investisseur potentiel devra absorber. Un banquier interrogé par le quotidien sportif résume la situation. Aucun acheteur ne paiera 300 millions pour un club qui traîne 500 millions de dettes. La vraie question devient alors celle-ci. Les créanciers sont-ils prêts à renoncer à une partie de leurs créances pour sauver ce qui peut l'être? Car c'est là tout l'enjeu. Accepter une restructuration, effacer une partie de la dette, renégocier les échéances, ou prendre le risque de tout perdre si la situation s'aggrave. Dans ce type de dossier, la finance dicte souvent le tempo. Le football, lui, subit. L'Olympique lyonnais reste pourtant un actif attractif, un stade moderne, un centre d'entraînement performant, une académie reconnue, une marque historique en Ligue 1, une base de supporters solide, une expérience européenne. Mais ces atouts ne suffisent plus à compenser une structure financière fragilisée. Le contraste est frappant. Sur le terrain, l'équipe se bat pour la Ligue des Champions, synonyme de recettes supplémentaires, de visibilité internationale, de valorisation sportive.
En dehors, les dirigeants cherchent un équilibre financier capable d'assurer la survie du projet. La qualification européenne pourrait-elle changer la donne? Oui, en partie. Les revenus de la Ligue des Champions offriraient une bouffée d'oxygène. Plusieurs dizaines de millions d'euros potentiels. De quoi rassurer certains investisseurs. De quoi alléger temporairement la pression. Mais cela ne suffira pas à effacer 500 millions d'euros de dette. Le problème est structurel, profond, hérité de décisions stratégiques prises au moment du rachat. Acheter cher, avec de la dette, en pariant sur une croissance rapide, c'est un modèle courant dans le football moderne. Mais c'est un modèle risqué, très risqué. Si les performances ne suivent pas immédiatement, si les revenus stagnent, si les marchés se tendent, alors l'effet levier devient un piège. Et Lyon semble aujourd'hui pris dans ce piège. La présence d'Art Capital dans le consortium intéressé est, à ce titre, révélatrice. Le prêteur pourrait devenir, en partie, propriétaire. Une transformation classique dans les situations de dette élevée. Le créancier se convertit en actionnaire pour protéger son investissement. Quant à Michèle Kang, son implication pourrait apporter une stabilité managériale. Elle connaît le club, elle en est déjà la présidente. Elle pourrait incarner une continuité dans la transition. Mais la question centrale demeure, à quel prix? Si vous aimez ce genre d'analyse cash sur les coulisses du foot et les vraies raisons derrière les chiffres, abonnez-vous maintenant. Laissez un pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Et dites-moi en commentaire, pour vous, combien vaut vraiment l'OL aujourd'hui? Si la valeur réelle du club a chuté, la négociation se fera sur des bases bien différentes de celles de 2022. Le marché ne pardonne pas les erreurs d'évaluation. Les investisseurs analysent froidement les bilans, les flux de trésorerie, les perspectives. Et aujourd'hui, les perspectives lyonnaises sont contrastées. D'un côté, un effectif compétitif, capable d'accrocher le haut de tableau. De l'autre, une fragilité budgétaire qui limite les marges de manœuvre. D'un côté, un stade propriété du club, atout rare en France. De l'autre, des échéances financières lourdes. D'un côté, une marque forte. De l'autre, une perte de crédibilité institutionnelle liée aux turbulences récentes. La chute de valeur de l'OL n'est donc pas seulement une question de chiffres. C'est le reflet d'un déséquilibre entre ambition sportive et réalité financière. Le football moderne exige une gestion rigoureuse, presque industrielle. Les émotions remplissent les tribunes, mais ce sont les bilans comptables qui déterminent la pérennité des projets. Pour les supporters lyonnais, cette période est déstabilisante. Voir son club historique évoqué davantage pour sa dette que pour ses performances, c'est un choc. Mais c'est aussi une prise de conscience, même les institutions les plus solides peuvent vaciller. La fin de l'ère Aulas avait marqué la fin d'un modèle centralisé, incarné par un président bâtisseur. L'arrivée de John Textor devait symboliser l'ouverture internationale, la multipropriété, la modernité financière. 4 ans plus tard, le constat est plus nuancé. Le modèle multipropriété, combiné à un endettement important, n'a pas produit les effets escomptés à Lyon. Et la nécessité d'un comité indépendant pour encadrer la vente souligne la complexité de la situation. Dans les semaines à venir, les discussions vont s'intensifier. Les audits seront passés au crible. Les scénarios étudiés, vente totale, prise de contrôle partiel, restructuration interne, chaque option aura ses conséquences. Pour les salariés du club, pour les joueurs, pour le staff, pour les supporters, et surtout pour l'avenir sportif de l'Olympique lyonnais. Car au-delà de la dette et des montages financier, il y a une question simple. Quel projet pour l'OL de demain? Un club recentré sur la formation et la stabilité? Un acteur ambitieux cherchant à rivaliser avec les grandes puissances européennes? Un modèle hybride, prudent financièrement mais offensif sportivement? La réponse dépendra en grande partie des nouveaux décideurs. Une chose est sûre, la période actuelle marque un tournant historique. La valeur d'un club ne se mesure pas uniquement à son prix d'achat. Elle se mesure à sa capacité à durer, à s'adapter, à traverser les crises. Lyon a déjà connu des hauts et des bas. Des titres, des épopées européennes, des saisons plus difficiles. Mais rarement son avenir institutionnel n'a semblé aussi incertain. Et pourtant, au milieu de cette tempête financière, l'équipe continue de gagner des matchs. Comme un symbole. Comme un rappel que le football, avant d'être un actif financier, reste un sport. Peut-être est-ce là la plus grande force de l'OL aujourd'hui, malgré l'effondrement de sa valorisation, malgré les 500 millions de dettes, malgré les négociations en cours, le club reste vivant. Mais pour combien de temps encore? Les prochaines semaines seront décisives. Elles diront si la chute de valeur n'était qu'un passage douloureux vers une reconstruction plus saine, ou le début d'un déclin plus profond. Une chose est certaine, l'Olympique lyonnais entre dans une nouvelle ère. Et cette fois, l'enjeu n'est pas seulement de gagner des matchs. Il est de sauver sa valeur, sa crédibilité, et peut-être, son avenir. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, selon vous, l'OL peut-il vraiment se relever après une telle chute financière,
ou est-ce le début d'un déclin plus profond? Débattons en ensemble. Et si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous et laissez un like pour ne rien rater des prochains dossiers.